Jeté hors de la voiture sous la pluie glaciale par mon mari avec mon nouveau-né, je tremblais. C'est alors qu'une luxueuse berline s'est arrêtée devant moi. Un homme en est sorti et m'a dit avec émotion, « Je te cherche depuis 20 ans. » La première chose dont je me souviens de cette nuit-là, c'est le son. Pas la voix de Bastien, pas le claquement de la portière, pas même la pluie. C'était le petit son effrayé que mon fils a fait contre ma poitrine. Ce petit cri essoufflé que les nouveau-nés font quand l'air froid touche leur peau trop vite. Pendant une seconde, tout en moi s'est arrêté. Mon corps tremblait si fort que je sentais à peine mes doigts. Mais je les serrais plus fort dans mes bras et j'ai tourné le dos au vent. La route était presque vide. Nous vivions en dehors de Lyon, dans une de ces banlieues françaises où les maisons sont en retrait de la route derrière des pelouses humides et des platanes. Où chaque allée a 2 voitures et chaque famille semble respectable jusqu'à ce que vous entendiez ce qui se passe après la tombée de la nuit. C'était fin novembre, presque minuit, et la pluie avait ce genre de morsure glaciale qui donnait l'impression d'être plus proche du sommeil. Mes chaussures s'enfonçaient dans le bas-côté boueux. Mon sweatshirt d'hôpital était déjà trempé. Bastien avait laissé mon téléphone dans la voiture. Il le savait, il m'avait vu le chercher juste avant de pousser la portière. Il m'avait regardé et s'était enfui quand même. Je suis resté là, essayant de réfléchir malgré la panique. Ma mère était morte la majeure partie de ma vie. Je n'avais ni père, ni frère et sœur, ni tante dont je pouvais encore réciter le numéro par cœur. L'assistance sociale vous apprenait à quel point chaque adresse était temporaire. Les quelques amis que j'avais étaient à 30 minutes de là, et je n'avais ni téléphone, ni portefeuille, ni sac à couche, rien d'autre que le bébé, la couverture, et le goût du sang là où je m'étais mordu l'intérieur de la joue, essayant de ne pas pleurer devant Bastien. Puis des phares ont ralenti derrière moi. Au début, je me suis éloigné davantage de la route. Une femme seule à minuit avec un nouveau-né apprend la peur avant d'apprendre l'espoir. Mais la voiture n'est pas passée. Elle s'est arrêtée. La portière du conducteur s'est ouverte. Un homme grand est sorti, peut-être la quarantaine, portant un pardessus foncé qui attrapait déjà la pluie. Il s'est déplacé rapidement, mais pas imprudemment. Il a gardé suffisamment de distance pour que je ne panique pas. « Madame » a-t-il appelé par-dessus le temps. « Êtes-vous blessée » Je n'ai pas répondu. Tout mon corps s'était réduit à un seul instinct, protéger le bébé. Il s'est approché, puis s'est arrêté à nouveau. Le faisceau des phares a capté mon visage et j'ai vu quelque chose changer dans son expression. Pas de la pitié, pas de la curiosité, mais du choc. Ses yeux sont tombés sur la chaîne en argent à mon cou. La couverture avait glissé et avec elle le petit pendentif ovale qui avait appartenu à ma mère. Pendant une seconde, il a eu l'air d'un homme qui avait vu un fantôme. « Ce collier » a-t-il dit doucement. « Où l'avez-vous eu » Ma gorge était rauque. C'était celui de ma mère. Il a pris une lente inspiration et quand il m'a regardé à nouveau, il y avait quelque chose de presque instable sur son visage. Quel était son nom ? Je n'aurais pas dû répondre. Chaque instinct pratique me le disait. Mais il y a des moments où l'épuisement fait tomber tous les murs que vous avez construits pour survivre. Léna Leclerc. Il a fermé les yeux. La pluie coulait sur le côté de son visage. Quand il a parlé à nouveau, sa voix avait changé. Mon Dieu. Il a fait un autre pas, puis s'est arrêté. Je te cherche depuis 20 ans. Pendant une seconde, j'ai honnêtement cru que j'allais m'évanouir. J'ai resserré mon étreinte sur mon fils et j'ai reculé. Je ne vous connais pas. Non, a-t-il dit immédiatement. Non, bien sûr que non. Il a légèrement levé les 2 mains, paumes ouvertes. Je m'appelle Didier Mercier. J'étais un ami de votre mère. Je ne vous demande pas de me faire confiance tout de suite, mais votre bébé gèle et vous devez le réchauffer. Mon fils a encore gémi, et ce son a traversé toutes les autres pensées. Il avait raison. Je détestais qu'il ait raison. Didier s'est déplacé avec un calme prudent. Il a ouvert la portière arrière de la berline et s'est éloigné pour que je puisse voir la banquette arrière. Personne d'autre n'était à l'intérieur. Une couverture en laine propre y était pliée. Il ne m'a pas tendu la main. Il n'a pas touché le bébé. Il est simplement resté sous la pluie et a attendu. Je suis monté. La chaleur m'a frappé si soudainement au visage que ça a presque fait mal. Mes mains tremblaient trop fort pour bien envelopper mon fils dans la couverture.
Didier est monté au siège du conducteur, a monté le chauffage et s'est éloigné de la route. L'urgence la plus proche est à 12 minutes, a-t-il dit. J'ai hoché la tête mais n'ai rien dit. Pendant les premières minutes, seuls les essuie-glaces parlaient. Mon fils a commencé à se calmer contre moi, sa respiration devenant moins saccadée. J'ai observé chaque mouvement de Didier. La façon dont il vérifiait les rétroviseurs. La façon dont il gardait les deux mains sur le volant. La façon dont il n'essayait pas de remplir le silence avec des platitudes réconfortantes. Finalement, j'ai demandé, « Comment connaissez-vous ma mère ?» Il a regardé devant lui pendant une longue seconde. « Je l'ai connue il y a 20 ans, a-t-il dit, et je lui dois plus que je ne pourrai jamais rembourser. » Ce n'était pas une réponse, mais il y avait quelque chose dans la façon dont il l'a dit qui m'a empêché d'insister. L'hôpital était très éclairé et presque douloureusement chaud. Une infirmière a jeté un coup d'œil à mes vêtements trempés et nous a fait entrer rapidement. Ils ont d'abord examiné le bébé à température un peu basse, mais stable. Ils m'ont examiné ensuite. Légère exposition, tension artérielle élevée, pas de blessure grave. J'étais assise sur une chaise en plastique avec mon fils endormi contre ma poitrine pendant que l'adrénaline s'écoulait de moi et soudain je pouvais à peine garder les yeux ouverts. Didier est resté devant la salle d'examen. Il ne tournait pas autour. C'était important. 1 heure plus tard, un interne en pédiatrie a finalement souri et m'a dit que le bébé allait bien. Le soulagement a été si soudain et si profond que les larmes sont venues avant que je puisse les arrêter. J'ai détourné le visage. Quand je suis entré dans le couloir, Didier se tenait près des distributeurs automatiques. Il tenait une tasse de café en papier dans une main et semblait avoir vieilli de 10 ans depuis le bord de la route. « Émilie » a-t-il dit. J'ai figé. Je ne lui avais pas dit mon nom. Il l'a vu sur mon visage. « Votre bracelet » a-t-il dit doucement, hochant la tête vers le bracelet d'hôpital à mon poignet. J'ai baissé les yeux et me suis senti ridicule. Il a mis le café de côté. « Il y a quelque chose que vous devez savoir » a-t-il dit. Mon estomac s'est serré. Il y a 20 ans, votre mère m'a appelé à l'aide. Elle m'a dit qu'elle partait. Elle m'a dit qu'elle vous emmenait avec elle. Il a dégluti. Je lui ai dit que je viendrais. Le couloir semblait soudain très calme, et j'ai demandé. Sa mâchoire s'est serrée. J'étais en retard. Les mots sont restés en suspens entre nous. Il a regardé au-delà de moi vers l'enfant endormi dans mes bras. La nuit où je vous ai trouvé sur cette route, a-t-il dit, la voix basse et rauque, j'ai vu la même pluie, la même peur. Et pendant une seconde, j'ai eu l'impression que Dieu m'avait ramené à cette nuit-là et m'avait dit que j'avais une chance de ne pas échouer à nouveau. Je ne pouvais pas parler. Mon fils a bougé dans son sommeil. Puis Didier m'a regardé à nouveau et il y avait quelque chose de plus lourd dans ses yeux maintenant, quelque chose de presque comme de l'effroi. Et Émilie, a-t-il dit, votre mari ne vous a pas seulement abandonné cette nuit. Il a fait une pause. Il m'a rappelé l'homme que votre mère essayait de fuir. Les mots sont restés en l'air longtemps après que Didier les ait prononcés, et pendant quelques secondes, je suis simplement resté là avec mon fils endormi contre ma poitrine, écoutant le faible bourdonnement mécanique de l'hôpital à 2 heures du matin. Quelque part dans le couloir, une infirmière a ri doucement. Un chariot est passé. La lumière fluorescente a tout aplati et pâli. Sons ordinaires. Lumière ordinaire. Mais en moi, quelque chose avait changé. Mon premier instinct fut la colère. Non pas parce que je le croyais, mais parce que je ne voulais pas le croire. Toute ma vie, j'avais survécu en apprenant à ne pas toucher. La famille d'accueil vous apprend cela. Il y a des pièces en vous. Vous avez tôt fait de barricader les questions sur vos parents, sur la raison pour laquelle personne n'est revenu, sur le fait de savoir si vous avez été oublié ou simplement pas digne d'intérêt. Vous apprenez à vivre autour de ces pièces. Vous apprenez à continuer d'avancer. Maintenant, un étranger en avait ouvert une. Qu'est-ce que cela signifie, ai-je demandé. Le visage de Didier s'est crispé. Pas ici. Cette réponse m'a rendu plus froide que la pluie. Vous ne pouvez pas dire des choses comme ça et ensuite vous en aller. Je ne m'en vais pas. Alors expliquez. Il a jeté un coup d'œil au bébé endormi dans mes bras. Vous n'avez pas dormi. Votre fils a besoin de chaleur. Vous avez besoin de nourriture. Je vous demande 1 heure, puis je vous dirai tout.
Je détestais qu'il ait l'air raisonnable. Je détestais encore plus de n'avoir nulle part où aller. L'assistante sociale de nuit est passée quelques minutes plus tard. Elle était gentille, pratique, la cinquantaine, le genre de femme qui avait vu toutes les versions de la catastrophe et ne gaspillait plus de mots à faire semblant que la vie était juste. Elle a demandé si j'avais un endroit sur où loger. J'ai dit non. Elle a demandé si je voulais appeler la police. Ma bouche s'est ouverte, mais rien n'est sorti. J'aurais dû dire oui. Bastien avait laissé sa femme et son nouveau-né sur le bord d'une route sous une pluie glaciale. Cela aurait dû être simple. Mais l'abus semble rarement simple quand vous en êtes la victime. Mon esprit essayait toujours de l'expliquer. Il était en colère. Il était stressé. Il ne le pensait pas. Il reviendrait. Même après ce qu'il avait fait, une partie de moi protégeait encore la version de lui que j'avais passé 4 ans à aimer. L'assistante sociale m'a jeté un regard que j'ai immédiatement compris. Elle avait vu des femmes faire ce silence auparavant. Puis Didier a parlé doucement. J'ai une dépendance, entrée séparée, clé séparée. Émilie peut partir quand elle veut. Elle m'a regardé, pas lui. C'est votre choix. J'ai hoché la tête. Au moment où nous avons quitté l'hôpital, il était presque 4 heures du matin. La pluie s'était transformée en une fine brume, et les routes étaient presque vides. Mon fils, Noé, dormait dans un porte-bébé emprunté que l'hôpital nous avait donné. La berline sentait légèrement le cuir et l'air hivernal. J'ai regardé les lumières des rues défiler et j'ai essayé de ne pas penser. Didier vivait en dehors de la ville, après une étendue de route de campagne sombre bordée d'arbres nus et de vieux murs de pierre. La maison elle-même m'a surprise. Pas flashy, pas une de ces grandes maisons modernes construites pour impressionner les voisins. C'était une ancienne bâtisse en briques, avec un large porche, une lumière chaude dans 2 fenêtres du rez-de-chaussée. Un endroit qui semblait habité. Il ne m'a pas conduite dans la maison principale, mais dans un petit cottage d'amis derrière elle. Une chambre, une salle de bain. Le chauffage est déjà allumé. Il a dit qu'il y avait du lait en poudre, de l'eau en bouteille, des serviettes propres. Ma femme de ménage vient 2 fois par semaine, mais personne n'entrera à moins que vous ne le demandiez. Il a posé une petite enveloppe sur le comptoir de la cuisine. Il y a de l'argent au cas où. Je l'ai fixé. Je ne prends pas votre argent. Ce n'est pas de la charité. Alors qu'est-ce que c'est? Son visage était fatigué. Un homme essayant de s'assurer qu'une femme et son enfant ne restent plus sous la pluie. Il est parti avant que je puisse répondre. J'ai fermé la porte à clé derrière lui. Puis je suis resté là pendant presque 1 minute à écouter. Rien. Pas de pas à la fenêtre. Pas d'ombre sous la porte. Aucun son sauf la respiration de Noé. Pour la première fois depuis que Bastien avait arrêté la voiture, je me suis permis de pleurer. Pas bruyamment, juste assez pour que le corps libère ce qu'il ne pouvait plus porter. J'ai nourri Noé, l'ai changé, l'ai enveloppé dans une couverture, et me suis finalement assise dans le fauteuil près de la fenêtre jusqu'à ce que l'aube transforme le ciel en un gris pâle. À 7h30, mon téléphone a sonné. Pendant une seconde de panique, j'ai cru que c'était Bastien. C'était l'hôpital. Ils avaient trouvé mon téléphone dans le sac d'admission aux urgences. J'avais dû le laisser tomber là. Didier était revenu à 6h et l'avait récupéré. J'ai fixé l'écran après la fin de l'appel. Il y avait 14 appels manqués, tous de Bastien. Puis un SMS, où diable es-tu? Un autre, ne fais rien de stupide. Et puis 10 minutes plus tard, tu m'as fait perdre mon calme. On parlera quand tu seras calmé. J'ai lu celui-là 3 fois. La pièce est devenue soudainement très calme. Il était là. Pas d'excuses. Pas de peur pour son fils. Pas, où es-tu? Es-tu en sécurité? Noé va bien? Juste le réarrangement silencieux de la faute. J'ai senti quelque chose en moi s'aiguiser. À 10h, Didier a frappé une fois et a attendu dehors. Il avait apporté du café, du porridge, des couches et un sac d'épicerie en papier de la pharmacie. Vous n'aviez pas à faire ça, ai-je dit. Oui, a-t-il dit. Si. Il est resté près de la porte. Vous m'avez demandé d'expliquer. J'ai hoché la tête. Il s'est assis en face de moi, les coudes sur les genoux, et pendant un long moment, il a regardé ses mains avant de parler.
Le nom de votre mère est Helena Leclerc. Je l'ai rencontrée quand nous avions tous les deux 24 ans. Elle travaillait à temps partiel dans un bureau d'aide juridique à Lyon. J'étais un jeune avocat associé, assez jeune pour penser que je pouvais réparer le monde si je travaillais assez dur. Il n'y avait pas d'apitoiement sur lui-même dans sa voix, seulement des souvenirs. Elle était drôle, a-t-il dit doucement, intelligente, plus courageuse qu'elle ne le savait. Il m'a dit qu'elle s'était mariée jeune, trop jeune. L'homme avait du charme en public et un caractère emporté en privé. Au moment où Didier a compris à quel point c'était grave, elle essayait déjà de partir. Une nuit, elle m'a appelé. Elle m'a dit qu'elle avait assez d'argent pour un billet de bus. Elle m'a dit qu'elle t'avait. Elle a demandé si je pouvais la rencontrer. Sa gorge a bougé. J'ai dit oui. Il s'est arrêté là. Je connaissais déjà la suite. Mais vous étiez en retard. Il a hoché la tête. Quand je suis arrivé, la police était dehors. Léna était morte. J'ai senti tout l'air quitter ma poitrine. Comment? Ses yeux se sont levés vers les miens. Ils ont qualifié cela d'accident. C'en était un. Non. Le mot est tombé lourdement. Alors pourquoi n'a-t-il pas été inculpé? Parce qu'il n'y avait pas assez de preuves. Parce qu'il avait de l'argent. Parce qu'il avait un avocat qui savait enterrer les faits. Parce qu'il y a 20 ans, les femmes perdaient des affaires comme ça tous les jours. Mes mains se sont serrées autour de la couverture de Noé. Et moi? Il semblait que cette question l'avait hanté pendant 2 décennies. Vous aviez disparu. Il m'a dit que les services sociaux m'avaient placé en urgence. Puis il y avait eu des erreurs administratives, des transferts de départements, des dossiers scellés, des foyers d'accueil. Chaque fois qu'il s'approchait, la piste disparaissait. J'ai engagé des enquêteurs. J'ai continué à chercher pendant des années. Pourquoi? Il a rencontré mes yeux. Parce que je le lui ai promis. Le silence s'est étiré entre nous. Puis j'ai posé la question qui se formait depuis l'aube. Que vouliez-vous dire à propos de Bastien? Didier s'est lentement penché en arrière. J'ai demandé à quelqu'un de l'examiner ce matin. J'ai fixé. Vous quoi? Vous avez été jeté d'une voiture avec un nouveau-né par un temps glacial. Je devais savoir s'il était un danger. C'était juste. Cela me perturbait toujours. Qu'avez-vous trouvé? Son visage s'est durci d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Il a des dettes, plus qu'il ne vous l'a dit. Carte de crédit, prêt personnel, perte de jeu. J'ai senti la chaleur monter à mon visage. Non, Bastien ne joue pas. Il joue. J'ai secoué la tête automatiquement. Puis je me suis arrêté parce que soudain je me suis souvenu. Les nuits tardives, les écrans cachés, les éclairs rapides d'irritation quand j'entrais dans la pièce. Les mots suivants de Didier sont venus avec précaution. Et Émilie? Il a posé des questions. Quel genre de questions? Sur votre mère. Tout mon corps est devenu froid. Comment aurait-il pu savoir? Il a demandé des registres publics il y a 6 mois. Ma voix est sortie à peine au-dessus d'un murmure. Pourquoi? Didier n'a pas répondu immédiatement. Quand il a finalement parlé, c'était très doucement. Parce qu'il a pu croire qu'il y avait de l'argent lié à votre famille. Je l'ai fixé. Noé a remué dans son sommeil, et pour la première fois depuis cette nuit sur la route, une pensée pire est entrée dans mon esprit. Peut-être que Bastien n'avait pas seulement cessé de m'aimer. Peut-être qu'il attendait quelque chose. Il y a un genre particulier de silence qui suit la trahison, et il n'est ni bruyant ni dramatique. Il ne traverse pas les murs. Il s'installe. Il reste dans la pièce avec vous pendant que vous réchauffez un biberon, pendant que vous pliez une couverture. Pendant que vous fixez le dos de votre propre main et essayez de comprendre comment la vie que vous pensiez vivre est devenue autre chose quand vous ne regardiez pas. Pendant les 2 jours suivants, je suis à peine sorti du petit cottage. Noé dormait par courtes périodes incertaines comme le font les nouveau-nés, et mon corps avait toujours l'impression d'appartenir à quelqu'un d'autre. Je me remettais de l'accouchement, dormant par fragments, me réveillant toutes les heures pour vérifier s'il respirait. Au milieu de cette fatigue ordinaire, mon mariage s'était brisé si soudainement que même les tâches simples semblaient irréelles. Bastien n'arrêtait pas d'appeler, parfois en colère, parfois contrit, parfois effrayé.
Ces messages passaient par des étapes familières. D'abord le reproche, puis le charme, puis l'indignation blessée. Tu m'as embarrassé. J'étais sous pression. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. S'il te plaît, réponds. Ne laisse pas les autres te monter la tête. Ce dernier est resté avec moi. Les autres gens. Comme si la nuit elle-même n'avait pas eu lieu. Comme si la pluie froide, la route, le bébé, l'obscurité vide, rien de tout cela ne comptait à moins que quelqu'un d'autre ne le nomme. Le troisième matin, Didier a frappé et a demandé si je me sentais assez forte pour aller en ville. J'ai dit oui avant d'y réfléchir trop. Il a conduit. J'étais assise sur le siège passager avec Noé endormi derrière nous. Le cabinet d'avocat se trouvait sur la rue Nationale à Lyon, au-dessus d'une petite fiduciaire. La plaque de laiton sur la porte indiquait « Maître Elisabeth Duval, droit de la famille ». Elle avait la soixantaine, les cheveux gris attachés, un blazer bleu marine, des yeux clairs. Elle avait le calme et le pragmatisme des femmes qui ont passé 30 ans à voir les gens mentir en langage poli. Elle a d'abord demandé les faits. Pas d'interprétation, pas d'émotion, juste des faits. Bastien vous a-t-il poussé? Savait-il que le bébé était avec vous? A-t-il laissé votre téléphone dans la voiture? Est-il revenu? J'ai répondu à chaque question. Elle a écrit doucement. Puis elle a posé son stylo. Ce qui l'a fait créer une exposition, a-t-elle dit, surtout avec un nouveau-né présent. Je veux des documents, des dossiers hospitaliers, des journaux d'appel, des messages textes, des relevés financiers, chaque morceau de papier que vous pouvez trouver. J'ai hoché la tête. Puis elle a posé la question la plus importante. Émilie, qu'est-ce que vous voulez? Cela aurait dû être facile. Au lieu de cela, je suis restée assise là pendant plusieurs secondes. Que voulais-je? Des excuses, revenir, comprendre peut-être. Mais sous tout cela, il y avait quelque chose de plus simple. Je veux qu'il arrête de me faire sentir que c'est moi qui ai fait quelque chose de mal. Elisabeth a maintenu mon regard pendant un instant. Cela, a-t-elle dit, nous pouvons travailler avec. Cet après-midi-là, je me suis connecté à nos comptes conjoints pour la première fois depuis des semaines. Au début, rien ne semblait étrange. Frais d'épicerie, paiement du prêt immobilier, services publics, essence. Puis j'ai continué à faire défiler. Il y avait des retraits que je ne reconnaissais pas. Des petits au début, 200, 3 cents, 400 €, puis des transferts plus importants, des avances de fonds, des processeurs de paiement en ligne que je n'avais jamais vus. J'ai fixé les chiffres jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. Bastien avait toujours géré l'argent. Cela avait commencé innocemment. Il aimait les feuilles de calcul. Il était meilleur avec les chiffres. Il disait que cela facilitait les choses pendant ma grossesse. Maintenant, je comprenais ce que, plus facile, avait signifié. En soirée, Elisabeth a appelé. Je dois vous demander de ne pas paniquer, a-t-elle dit. Ce n'était pas ce que vous vouliez entendre d'une avocate. Que s'est-il passé? Nous avons effectué un examen préliminaire. Sa voix est restée calme. Il a une dette non garantie importante. Environ 48 000 €. Ma bouche est devenue sèche. Non. Si. Comment est-ce possible? Carte de crédit, prêt personnel, retrait d'argent, plateforme de paris en ligne. Je me suis assise brusquement. 48 000 €. C'était plus d'argent que je n'en avais jamais eu de ma vie. Et soudain, la dernière année s'est réorganisée dans mon esprit. Les nuits tardives, la tension à chaque arrivée de facture, les étranges sautes d'humeur, la façon dont il avait commencé à traiter chaque petite dépense comme une accusation. J'avais cru que c'était du stress. C'était de la peur. Et puis Elisabeth a dit autre chose. Il y a un autre problème. J'ai fermé les yeux. Dites-moi. Il y a 6 mois, Bastien a demandé les archives départementales liées à Léna Leclerc. La pièce semblait plus petite. Ma mère. Oui. Pourquoi? C'est ce que nous devons découvrir, a-t-elle dit doucement. Cette nuit-là, j'étais assise en face de Didier à la table de la cuisine du cottage, tandis que Noé dormait dans un berceau à côté de nous. Il avait apporté des plats à emporter d'un petit restaurant, sandwich à la dinde, soupe, café. Des choses normales,
des choses humaines. J'avais à peine touché les miens. Ma mère possédait-elle quelque chose, ai-je demandé. Didier a croisé les mains. Pas exactement. Alors quoi? Il a expiré lentement. Quand Léna est décédée, il y avait une action civile en cours. Quel genre d'action? Une action en cas de décès injustifié lié à l'entreprise de son mari. Je l'ai fixé. Vous avez dit que l'affaire avait été enterrée. L'affaire pénale l'a été. L'affaire civile n'a jamais complètement disparu. Il a fait une pause. Il y avait un intérêt foncier, une petite parcelle en dehors du département de la Drôme. Elle ne valait pas grand-chose à l'époque. Elle est restée intacte pendant des années. Et maintenant, il y a un développement qui se déplace vers l'ouest. Des entrepôts logistiques, des centres de distribution, la valeur des terrains a changé. Mon esprit s'est immédiatement tourné vers Bastien. Il travaillait dans la logistique. Il saurait. Il saurait exactement combien, ai-je demandé. Didier a hésité. Je ne sais pas exactement, mais assez pour que quelqu'un de désespéré s'en soucie. J'ai baissé les yeux sur mes mains. Tout d'un coup, je me suis souvenu de petites choses que j'avais ignorées. Bastien me demandant si j'avais déjà cherché dans mon histoire familiale. Bastien me proposant de m'aider à demander des dossiers scellés juste au cas où. Bastien me demandant si ma mère avait laissé des bijoux, des papiers, des actes de propriété. À l'époque, cela semblait de la curiosité. Maintenant, cela ressemblait à un inventaire. La prise de conscience ne m'a pas brisé d'un coup. Elle est entrée doucement puis s'est répandue. Le pire n'était pas qu'il ait menti. C'était qu'il avait vu la partie la plus fragile de moi, la petite enfant abandonnée qui avait grandi en se demandant pourquoi personne n'était revenu. Et il avait fouillé cette blessure parce qu'il pensait qu'il y avait peut-être quelque chose d'enterré là qui valait la peine d'être pris. Je me suis levé si brusquement que ma chaise a raclé le sol. J'ai besoin d'air. Dehors, la nuit de novembre était devenue claire et dure. La pluie avait disparu. Le froid s'était aiguisé. Je me suis tenu sur le porche arrière, respirant jusqu'à ce que l'air me fasse mal. Didier est sorti une minute plus tard mais a gardé ses distances. Émilie. Je ne me suis pas retourné. M'a-t-il déjà aimé? C'était la question que je n'avais pas voulu dire à voix haute. Didier a pris son temps avant de répondre. Oui, a-t-il dit. Cela m'a assez surprise pour que je le regarde. Vous le pensez? Je le pense. Alors comment quelqu'un fait-il cela? Il a regardé au-delà de moi, dans la cour sombre. Les gens ne deviennent pas toujours cruels parce qu'ils n'ont jamais aimé. Parfois, ils deviennent cruels parce que la peur, l'avidité et la faiblesse finissent par devenir plus grandes que l'amour qu'ils avaient. Je suis resté là avec ça. Puis mon téléphone a vibré. Un SMS de Bastien. Elle signera tout ce que je mettrai devant elle. Elle le fait toujours. Pendant une seconde, je n'ai pas compris. Puis j'ai vu la note transférée d'Elisabeth. Elle l'avait interceptée. Elle avait été envoyée à un autre numéro, probablement la femme avec qui il couchait. Tout mon corps est devenu immobile. C'était ça. Pas de culpabilité, pas de confusion, pas de regret, seulement de la certitude. Il pensait qu'il savait déjà comment cela se terminerait. Je l'ai lu une fois de plus, puis j'ai verrouillé l'écran. Et pour la première fois depuis la nuit où il m'a laissé sous la pluie, j'ai ressenti quelque chose de plus stable que le chagrin. J'ai ressenti de la colère. Froide, propre, utile. La colère, quand elle s'est enfin installée en moi, n'était pas chaude. Elle était précise. Pendant près d'une semaine après que Maître Duval ait transféré le SMS de Bastien, j'ai très peu parlé. Cela a d'abord surpris Didier. Il m'avait vu effrayé, secoué, épuisé. Maintenant, il observait quelque chose de plus calme se produire. J'ai cessé de réagir et j'ai commencé à prêter attention. Chaque matin, je nourrissais Noé, le changeais, parcourais la longueur du petit cottage d'amis pendant qu'il dormait contre mon épaule. Puis je m'asseyais à la table de la cuisine, le café refroidi à côté de moi, et je parcourais les documents, les relevés bancaires, les relevés de cartes de crédit, les papiers d'assurance, les déclarations de revenus, les journaux téléphoniques. Le rythme lui-même me calmait. Une page après l'autre, un fait après l'autre. Les chiffres n'avaient pas de charme.
Il ne s'excusait pas. Il ne réécrivait pas la mémoire. Maître Duval appelait tous les 2 jours. Ne le confrontez pas encore, disait-elle. Laissez-le continuer à parler. Les gens qui pensent avoir encore le contrôle vous donnent souvent le reste. Elle avait raison. Bastien continuait d'envoyer des SMS. Au début, il était en colère que je ne sois pas rentré à la maison. Puis, il est devenu stratégique. Puis, presque tendre. Nous devons penser à Noé. Je sais que tu es émotive en ce moment. Tu n'as pas à rendre ça moche. Ce mot est resté avec moi. Moche. Comme si le fait d'être jeté sur une route avec un nouveau-né n'avait pas déjà défini le mot. Au cours de la 2e semaine, Maître Duval avait dressé le premier tableau clair. Les pertes de jeu de Bastien étaient réelles. L'affaire était réelle aussi. Une femme nommée Mélissa Garnier, 32 ans, travaillait avec lui à la société de logistique de Saint-Étienne. Leur message n'était pas romantique dans un sens significatif. Ils étaient pratiques, transactionnels, impatients, des plans, des plaintes, de l'argent. Il avait emprunté sur ses futurs salaires. Il avait utilisé l'une de nos cartes de crédit pour couvrir des avances de fonds. Étage 3 mois avant la naissance de Noé, il avait discrètement téléchargé des formulaires de séparation légale. J'ai lu cette ligne 2 fois. 3 mois avant la naissance de notre fils, pendant que j'achetais des couches, pendant que je choisissais la peinture pour la chambre d'enfant, pendant que je restais éveillé la nuit à me demander si je serais une bonne mère. Ce soir-là, Didier m'a trouvé assise à la table de la cuisine bien après la tombée de la nuit. Il n'a pas demandé ce qui n'allait pas. Il s'est simplement assis en face de moi. Il l'a planifié, ai-je dit. Son visage est resté immobile. Oui. J'arrête pas de revenir en arrière pour essayer de comprendre où j'ai raté ça. Vous n'avez pas raté. J'aurais dû. Non. Sa voix était douce, mais assez ferme pour m'arrêter. La confiance n'est pas de la stupidité, Émilie. C'est ce que les gens corrects offrent avant d'avoir une raison de ne pas le faire. Cette phrase est restée avec moi. La rencontre avec Bastien a eu lieu 3 jours plus tard. Maître Duval la voulait, non pas parce qu'elle pensait qu'une réconciliation était possible, mais parce qu'elle voulait entendre comment il présenterait l'histoire alors qu'il croyait encore que j'étais vulnérable. Il a choisi un café juste en dehors de Clermont-Ferrand. Un terrain neutre, assez public pour avoir l'air civilisé. Je suis arrivé 10 minutes en avance avec Noé endormi dans son porte-bébé. Maître Duval était assise à 2 tables de distance, lisant un journal. Bastien ne savait pas qu'elle était là. Il est entré, portant le manteau de laine grise que je lui avais acheté 2 Noëls auparavant. Pendant une seconde, j'ai vu l'homme que j'avais aimé. Puis j'ai vu l'hésitation dans ses yeux quand il a remarqué que j'étais plus calme qu'il ne s'y attendait. Il s'est assis. Tu as l'air fatigué. C'était son entrée en matière. Pas, ça va? Pas, comment va Noé? Tu as laissé ta femme et ton nouveau-né sous une pluie glaciale, ai-je dit doucement. C'est là que nous commençons. Il a expiré brusquement et a frotté sa mâchoire. Je savais que tu allais dramatiser. C'était encore là. La réalité reformulée comme une émotion. J'ai perdu mon calme, a-t-il dit. Je n'ai pas réfléchi. Non, ai-je dit. Tu n'as pas réfléchi. Il a baissé les yeux un instant, puis s'est penché en avant. Émilie, écoute-moi. Nous étions tous les 2 sous pression. Nous avons tous les 2 été malheureux pendant des mois. Alors pourquoi n'es-tu pas parti avant? Il a cligné des yeux. Ça a fait mouche. Parce que, a-t-il dit prudemment, j'essayais de maintenir les choses ensemble. Pour qui? Ses yeux se sont légèrement durcis. Tu veux l'honnêteté? Oui. Tu n'es plus la même depuis la grossesse. Tout est devenu une question de bébé. Chaque conversation était du stress, des factures, du sommeil, de la peur. J'avais l'impression de me noyer. Cela m'aurait fait mal autrefois. Maintenant, j'entendais simplement un homme expliquer pourquoi sa propre souffrance importait plus que les personnes qui dépendaient de lui. Et Mélissa, ai-je demandé. Il s'est figé. Une toute petite chose, mais suffisante. De quoi parles-tu? J'ai maintenu son regard. Dis-moi. Ses épaules ont bougé. C'était là. Le calcul.
Il était en train de refaire le plan. D'accord, a-t-il dit enfin. J'ai fait des erreurs. Quelle importance cela a-t-il maintenant? Oui. Il a regardé au-delà de moi. Environ 6 mois. Noé a bougé dans le porte-bébé. J'ai senti ma poitrine se serrer, mais ma voix est restée égale. Et les papiers de séparation? Ses yeux sont revenus vers les miens. Pour la première fois, une véritable alarme. Comment savez-vous cela? J'ai failli sourire. C'était le moment où il a compris que quelque chose avait changé. Tu pensais que je signerais tout ce que tu mettrais devant moi, ai-je dit. Il est devenu très calme. Je n'ai jamais dit ça. Oui, ai-je dit. Tu l'as dit. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Le silence s'est répandu entre nous. À la table voisine, Maître Duval a plié son journal une fois lentement. Bastien l'a vu. Son visage a changé. Vous avez amené une avocate. J'ai apporté la vérité. Il s'est levé trop vite. Bon sang, Émilie, qu'est-ce que tu fais? Non, ai-je dit, qu'est-ce que tu as fait? Sa voix a baissé. Tu veux me ruiner? Non. Je l'ai regardé fixement. Je veux que tu arrêtes de faire semblant que je me suis ruiné. Maître Duval est venu ensuite, calme comme l'hiver. Monsieur Dupont, a-t-elle dit, à partir de maintenant, toute communication passe par votre avocat. Il l'a fixé, puis moi, et pour la première fois depuis la nuit de la pluie, j'ai vu de la peur, pas de la colère. De la peur. Il s'est rassis. Qu'avez-vous? Maître Duval n'a pas répondu immédiatement. Elle a ouvert un dossier et a étalé des copies, retraits bancaires, relevés de crédit, journaux téléphoniques, le rapport d'admission à l'hôpital, et enfin le message texte. Elle signera tout ce que je mettrai devant elle. Il a regardé la page, et toutes les couleurs ont quitté son visage. Mon Dieu, a-t-il dit. Il ne nous parlait pas. Il se parlait à lui-même. La version de lui-même qui avait supposé que personne ne rassemblerait jamais les morceaux. Puis il m'a regardé. Qui a fait ça? Ma voix était calme. Vous. Dehors, l'après-midi était redevenu gris. Il m'a regardé comme si j'étais devenu une étrangère. Peut-être l'étais-je devenu. Quand je me suis levé pour partir, il a prononcé mon nom une fois. Pas fort, juste une fois. Je me suis retourné. Pendant un instant, il a semblé presque humain à nouveau. Fatigué, effrayé, plus petit que l'homme qui m'avait laissé sous la pluie. Puis il a dit la chose qui a tout terminé. Tu ne comprends pas ce que cela va me coûter. Je l'ai regardé longuement. Puis j'ai dit, maintenant, si. Cette nuit-là, de retour au cottage d'amis, Didier m'attendait sur le porche. Il savait à mon visage que quelque chose avait changé. Comment ça s'est passé? C'est fini, ai-je dit. Il a hoché la tête. J'ai cru que c'était la fin de la soirée. Puis il a mis la main dans la poche de son manteau et m'a tendu une petite enveloppe scellée, jaunie par le temps. Mon nom n'y figurait pas. L'écriture de ma mère y était. Je l'ai trouvée il y a 20 ans, a dit Didier doucement. Et je n'ai jamais eu le courage de l'ouvrir. Mes doigts sont devenus froids. Qu'est-ce que c'est? Ses yeux ont rencontré les miens. La dernière chose que votre mère a laissée. L'enveloppe semblait plus légère qu'elle n'aurait dû l'être. Pendant près d'une minute entière, je n'ai pas pu l'ouvrir. Mes doigts se sont posés sur le papier, traçant le bord adouci par le temps. 20 ans. 20 ans de foyers d'accueil, de chambres empruntées, de formulaires scolaires avec des lignes vides là où l'histoire familiale aurait dû être, d'anniversaires qui venaient et passaient, sans personne qui connaisse le jour de ma naissance sauf moi. 20 ans à croire que quelque part dans l'histoire de ma vie, il y avait eu une porte qui s'était fermée parce que je n'étais pas assez. Maintenant cette porte était entre mes mains. Didier se tenait près de la rampe du porche, me laissant de l'espace. Il n'a pas parlé. Moi non plus. Finalement, j'ai brisé le seau. À l'intérieur se trouvait une feuille de papier pliée. L'écriture était stable au début, puis plus fine vers le bas. Émilie, si jamais tu lis ceci, cela signifie que je n'ai pas été assez loin. J'ai arrêté de respirer. Je l'ai relu plus lentement. Je veux que tu saches une chose avant tout. Je ne suis pas parti parce que j'ai cessé de t'aimer.
Je suis parti parce que je t'aimais plus que je ne pouvais survivre en restant. Ma vision s'est brouillée. Je me suis assise sur les marches du porche parce que soudain mes genoux ne me semblaient plus fiables. La nuit était froide, mais je la sentais à peine. Elle a écrit qu'elle avait essayé pendant des mois de partir discrètement. Elle avait caché de l'argent dans une boîte à café derrière la cuisinière. Elle avait fait un petit sac. Elle avait mémorisé les horaires de bus. Elle avait appelé Didier parce qu'il était la seule personne qu'elle croyait qui viendrait. Et puis la phrase qui a brisé quelque chose en moi. Si tu grandis en croyant que je t'ai abandonné, ce sera la chose la plus cruelle qu'il ait jamais faite. Pendant longtemps, je n'ai pas pu lire au-delà de cela. Toute ma vie, je m'étais construite autour de l'absence, autour de cette vieille question silencieuse que les enfants ne disent jamais à voix haute parce que la dire la rend réelle. Pourquoi n'est-elle pas restée? Pourquoi n'est-elle pas revenue? Maintenant, en 6 lignes, la forme de ce chagrin a changé. Elle avait essayé. Elle avait essayé. J'ai terminé la lettre les larmes coulant sur mon visage. À la fin, elle a écrit « Sois gentille, mais pas effacée. Sois courageuse, mais pas imprudente. Et si quelqu'un t'apprend à vivre dans la peur, par avant que la peur ne devienne ta maison. » Il n'y avait pas de signature, juste « Maman ». Je ne sais pas combien de temps je suis restée assise là. À un moment donné, Didier est descendu et s'est assis une marche en dessous de moi. « Je suis désolé », a-t-il dit doucement. Je l'ai regardé. Pourquoi? Pour être en retard de 20 ans. Il ne l'a pas dit comme une supplication. Juste la vérité. J'ai pensé à la route, à la pluie, à Noé contre ma poitrine, au phare qui s'arrêtait. Vous êtes venu, ai-je dit. Il a baissé les yeux. Oui, cela a suffi. Le divorce a progressé plus vite après cela. L'avocat de Bastien a plaidé pour un règlement à l'amiable. Maître Duval a riposté avec plus de vigueur. Les preuves d'abandon, la dissimulation financière, l'exposition à la dette et le risque documenté pour un nouveau-né avaient changé l'équilibre. Au final, il a accepté des conditions qu'il n'aurait jamais imaginées un mois plus tôt. La garde principale est restée avec moi. Il a assumé la responsabilité de la dette personnelle qu'il avait cachée. Les comptes conjoints ont été divisés sous surveillance. Il a gardé la maison. Je l'ai laissé faire. À ce moment-là, j'avais compris quelque chose que je ne savais pas auparavant. Les murs ne font pas un foyer si la peur y habite. Je l'ai vu une dernière fois au tribunal de la famille. Il avait l'air plus âgé. Pas brisé, pas détruit, juste plus âgé. Cela m'importait. Je n'avais pas voulu la ruine. J'avais voulu la vérité. Quand nous sommes sortis dans le couloir après, il m'a arrêté. Émilie? Je me suis retourné. Pendant une seconde, aucun de nous n'a rien dit. Puis il a demandé, me détestes-tu? J'y ai réfléchi honnêtement. Non, ai-je dit. Il a semblé surpris. Pourquoi pas? Parce que la haine vous lie à la personne qui vous a blessé. Parce que la rage peut vous sauver dans le feu, mais c'est une chose terrible pour construire une maison. Parce que Noé méritait une mère capable d'avancer. Tu n'auras plus autant de moi, ai-je dit. Il a baissé les yeux. C'était la dernière fois que je l'ai vu. Le printemps est arrivé lentement cette année-là. L'Auvergne prend toujours son temps avec lui. Les arbres sont restés nus plus longtemps que prévu. Puis un matin, il y a des pointes vertes sur les branches, et toute la ville a l'impression de se souvenir comment respirer. En avril, j'avais loué un petit duplex de 2 chambres à 10 minutes de Lyon. Rien de fantaisiste, un porche étroit, une petite cuisine, une boîte aux lettres fissurée. C'était parfait. J'ai trouvé un travail à temps partiel dans un bureau d'aide juridique à but non lucratif. Étrange comme la vie fait des boucles. Surtout de l'accueil, des papiers, de la planification, des réponses au téléphone, un petit travail, un travail honnête, un travail qui payait assez pour recommencer. Didier m'a aidé avec des choses pratiques quand je le lui permettais. Un berceau, une machine à laver d'occasion, une recommandation de pédiatre, rien d'extravagant. Il n'a jamais essayé de me sauver. C'était l'une des raisons pour lesquelles je lui faisais confiance. Un après-midi, il est passé avec du café et s'est assis sur le porche pendant que Noé dormait à l'intérieur. J'ai mis quelque chose en place, a-t-il dit. Quel genre de quelque chose? Un fonds pour les études.
J'ai ouvert la bouche pour protester. Il a levé la main. Pas pour vous, pour lui, Émilie. Ce n'est pas un paiement, a-t-il dit doucement. C'est une promesse. Je l'ai regardé longuement. Puis j'ai hoché la tête. Cela me semblait juste. Une promesse transmise au lieu d'être un retour en arrière. Début mai, il a plu à nouveau. Pas fort, juste une pluie de printemps constante. Je me tenais à la fenêtre avant, tenant Noé, regardant les gouttes descendre le long de la vitre. Pendant une seconde, j'étais de retour là-bas, route froide, ciel sombre, feux arrière disparaissant. Mais cette fois, le souvenir ne me possédait pas. J'ai baissé les yeux sur mon fils. Il était au chaud, en sécurité, à moitié endormi, une petite main recroquevillée contre mon pull, et soudain j'ai compris ce qui s'était réellement passé cette nuit-là. Bastien pensait m'avoir abandonné. Il ne l'avait pas fait. Il m'avait poussé hors d'une vie et, sans le vouloir, dans la vérité d'une autre. La pluie ne m'avait pas anéanti. Elle avait mis fin au mensonge. Didier est monté sur le porche une minute plus tard. J'ai ouvert la porte. Il a souri à Noé. Puis il m'a regardé. Tout va bien? J'ai regardé au-delà de lui la pluie, puis de nouveau la petite maison chaleureuse derrière moi. Oui, ai-je dit. Et pour la première fois depuis plus longtemps que je ne pouvais me souvenir, c'était absolument vrai. La vengeance, j'ai appris, n'est pas toujours la destruction. Parfois, c'est survivre assez longtemps pour devenir inaccessible. Parfois, c'est refuser de laisser les gens qui vous ont blessé décider du sens de votre vie. Et parfois, la justice la plus profonde est celle-ci, l'enfant qui se tenait autrefois sous la pluie grandit, entre, ferme la porte, et se sent enfin en sécurité. Si cette histoire vous a marqué, si elle vous a rappelé quelqu'un qui a continué à marcher alors que la vie lui donnait toutes les raisons de s'arrêter, prenez un moment et accrochez-vous à cela. Parfois, les personnes qui semblent les plus fortes sont simplement celles qui ont survécu le plus longtemps.